Bonjour à tous et merci d'être venus. C'est plein, c'est super, on est très contents. Moi, je suis ravi d'être là. Je m'appelle Lionel Astruc, je vais modérer cette session. Je suis journaliste et puis auteur de livres, souvent édités aux éditions Actes Sud. Et puisqu'on parle d'agriculture aujourd'hui, je dois dire aussi que je suis le cofondateur d'une initiative assez extra qui s'appelle l'Université Domaine du Possible, qui se situe près de Arles et dont l'activité est à la fois de faire de la recherche et de la formation. Ça se passe sur une ferme de 136 hectares où un des objectifs principaux, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut changer d'échelle en agroécologie, c'est-à-dire faire de l'agroécologie sur de plus grandes surfaces. Voilà, je suis bien accompagné aujourd'hui. Je vous présente Christiane Lambert, ici, qui est la présidente de la FNSEA, qui est également présidente du Comité des organisations professionnelles agricoles, le COPA, qui est en fait la première organisation syndicale d'agriculteurs en Europe. Et je dois préciser également que Christiane gère une ferme et qu'elle est éleveuse. Voilà. En bout de table, il y a Marc Dufumier. Tu me vois, Marc, d'où tu es? Salut. Qui est ingénieur agronome et professeur honoraire à AgroParisTech. De l'autre côté de la table, nous avons Carlos Mario Giraldo Moreno. Hola. Qui gère en Colombie une chaîne de 500 boutiques, supermarchés, qui est une filiale de... donc ça s'appelle le Grupo Éxito et c'est une filiale de Casino qui est un des partenaires de cet événement. À ma gauche, Perrine Hervé-Gruyer. Bonjour. Voilà, qui est la cofondatrice de la ferme du Bec et Loin, qui est consultante en permaculture et qui a dans son parcours aussi une partie de son parcours comme avocate en Chine et au Japon. Voilà, donc une histoire assez riche. Et puis enfin, last but not least, à ma droite, Olivier De Schutter, qui est rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et de l'extrême pauvreté, qui est coprésident du groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables et qui enseigne à l'Université catholique de Louvain et également à Sciences Po Paris. Voilà. Alors, présentation faite, ce qu'il faut dire, le plus important, c'est quand même que voilà, aujourd'hui, on a une problématique à résoudre ensemble qui est chercher à savoir comment on va nourrir presque 10 milliards d'humains en 2050. Si on est tous là aujourd'hui pour en discuter, c'est parce qu'il y a un double défi. Le premier défi, c'est donc, comme le dit le titre, de nourrir davantage d'êtres humains, donc de produire plus. Mais le second défi, c'est de produire mieux. Mieux à la fois en émettant moins de gaz à effet de serre, mais aussi en produisant avec moins de dégâts sur la biodiversité. Et en réalité, aujourd'hui, ces deux indicateurs ne cessent de s'aggraver. On est quand même dans une situation, je suis désolé d'employer ce mot-là, mais on est quand même dans une situation d'échec, dans le sens où voilà, ça fait 40 ans qu'on est quand même au courant de ce qui se passe, mais ça continue, voire ça s'accélère dans certains domaines. Donc c'est un sujet important et la communauté scientifique elle-même nous dit qu'on a besoin d'un changement radical. Radical, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre les choses à la racine pour les faire changer. Alors, sur cette question-là, il y a beaucoup de productions scientifiques justement, et notamment des scénarios sur effectivement comment est-ce qu'on va produire pour toute cette communauté humaine. Et donc, on va parler de ces scénarios parce qu'ils sont intéressants. Ils se recoupent en beaucoup de points, c'est-à-dire qu'on a déjà des solutions. Mais en fait, il y a aussi un enjeu qui est dans ce type de conférence souvent traité de manière secondaire, c'est l'accès
à une alimentation saine pour tous. C'est-à-dire que quand on pose la question qu'on a aujourd'hui, nourrir 10 milliards d'humains, on pense tout de suite production. Et en réalité, aujourd'hui, il y a quand même 811 millions de personnes qui sont touchées par l'insécurité alimentaire, la malnutrition, la précarité alimentaire. Et puis, il y a également 2 milliards d'individus qui sont touchés par l'épidémie d'obésité. Et donc, moi, j'ai préféré aujourd'hui plutôt commencer par ce sujet-là, par cet enjeu, et peut-être en commençant par en parler avec Olivier, qui est là à ma droite, peut-être d'abord pour rappeler que ce manque et ces chiffres que je viens de citer, ils sont en fait d'abord l'objet d'une création sociale. C'est-à-dire que les quantités sont là. Ce n'est pas un problème de quantité, c'est vraiment un problème d'accès. Et la question que j'aimerais poser, c'est comment donner un meilleur accès à une alimentation saine pour tous, et quelles sont les priorités pour y parvenir, sachant qu'une alimentation saine, on le voit souvent, ça coûte plus cher, pas toujours. Donc, il faut aussi qu'on donne accès aux bas revenus à cette alimentation. Quelles sont les priorités? Comment faire? Merci beaucoup Lionel. Bonjour à tous et toutes. Alors je voudrais commencer par répondre à cette question en disant que le système ou les systèmes alimentaires dont nous héritons sont le résultat de choix qui ont été faits il y a maintenant 90 années, à un moment, les années 50 et 60, où l'on craignait l'insécurité alimentaire parce que l'on craignait que la bombe démographique qui était extrêmement importante dans les pays d'Asie et dans une certaine mesure les pays d'Afrique allait rendre extrêmement difficile le défi de nourrir une planète en forte croissance démographique. Rappelons qu'à l'époque, la croissance de la population mondiale était de 2,4% par an. On est aujourd'hui à 1,1%. Donc là, on a continué de voir la population augmenter, mais le rythme de progression de la population a nettement ralenti depuis. On avait à l'époque à la fois des progrès de la médecine qui allongeaient l'espérance de vie, réduisaient la mortalité infantile, et en même temps, on avait des taux de fertilité qui étaient très élevés. Et donc, on a développé des systèmes alimentaires fondés sur l'idée qu'il fallait augmenter la production, augmenter les volumes disponibles, et le faire en favorisant des méthodes de culture reposant sur les économies d'échelle, l'uniformité, la mécanisation, l'irrigation à grande échelle, le développement de plantes dites améliorées qui sont censées produire des plus hauts rendements à l'hectare. C'est au fond cette philosophie-là qui anime ce qu'on a appelé la révolution verte, une révolution technologique dans l'agriculture qui vise à augmenter la production. Et aujourd'hui, on arrive 70, 80 ans plus tard aux limites de ce modèle. Et la question qui se pose est de savoir quels sont les leviers qu'on doit mettre en place pour que l'agriculture soit plus soutenable, soit plus durable, et pour que l'alimentation durable soit à la portée de tous et toutes, dans un contexte où effectivement les écarts de revenus ont augmenté et où l'alimentation low cost est très souvent pour les ménages précarisés la seule option disponible. Et donc pour répondre à la question de Lionel, que je remercie de son invitation, je voudrais dire 3 choses. Premièrement, première priorité, selon moi, pour répondre à ce défi, c'est qu'il faut progressivement que les prix cessent de nous mentir. Aujourd'hui, les prix de l'alimentation n'internalisent pas tous les impacts sociaux, sanitaires, environnementaux d'une agriculture utilisant des intrants, pesticides, engrais azotés, recourant à la mécanisation, réduisant la biodiversité, etc. Donc, il y a toute une série d'impacts sanitaires, sociaux et environnementaux qui ne sont pas en fait intégrés dans le prix de l'aliment que l'on propose sur les rayons des supermarchés. Et à l'inverse, les bonnes pratiques agricoles, celles qui maintiennent et
et développent l'agrobiodiversité, celles qui entretiennent la santé des sols en permettant aux sols de fonctionner comme puits de carbone, celles qui ne polluent pas les nappes phréatiques et les sols, ne sont pas véritablement récompensées. Et donc, c'est le premier message, c'est qu'il faut arrêter que les prix mentent, internaliser les externalités et s'assurer que les services environnementaux rendus par les agriculteurs et agricultrices soient mieux récompensés. Deuxième message, c'est important de faire cela, mais cela ne suffira pas. Je travaille beaucoup avec des ménages en précarité depuis quelques années. Lionel amicalement rappelait que j'étais rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits humains pour les Nations Unies. Et je peux vous dire que les familles très pauvres ont une série d'obstacles ou rencontrent une série d'obstacles dans leur souhait même d'avoir une alimentation plus équilibrée et plus saine. Et ce sont ces familles-là qui sont les premières victimes de cette croissance de l'obésité et du surpoids dans nos pays. Ce sont les personnes qui sont les plus précarisées. Elles voudraient bien faire autrement, mais elles rencontrent des obstacles, pas seulement le prix, mais le temps qu'il faut pour choisir ces produits et les cuisiner, l'organisation de la vie familiale, avec des familles monoparentales de plus en plus nombreuses, où on n'est pas très incité à cuisiner, où chacun a ses horaires et ses propres goûts, des normes sociales qui n'encouragent pas à une alimentation équilibrée et à cuisiner des produits frais chez soi. La perte de culture culinaire, je pense que c'est un véritable problème. Et dans certains pays, ce n'est pas le cas en France, mais c'est le cas par exemple aux États-Unis ou au Canada, des déserts alimentaires où l'on a beaucoup de mal à trouver simplement des lieux où acheter des produits frais de manière à avoir un régime alimentaire sain. Donc les prix sont importants, ce n'est pas la seule difficulté. Et puis troisième priorité, je termine par là, c'est que l'on a souvent vu les dirigeants et dirigeantes politiques dire le système agroalimentaire a peut-être toute une série de problèmes qui lui sont associés et peut-être que le logiciel, 70, 80 ans plus tard, doit être revu. Mais les gens ne sont pas prêts à payer plus cher leur alimentation. Et donc on est coincé dans ce que j'appelle l'économie alimentaire low cost. Alors soyons très clairs, c'est vrai que tout ce qu'on pourra faire en matière d'agriculture et d'alimentation ne peut pas se faire sans aussi réfléchir à la question du salaire minimum, des allocations sociales qui doivent protéger les familles de la précarité. L'alimentation est très souvent, pour les familles précarisées, au fond, le facteur sur lequel on joue, la variable d'ajustement quand le ménage est très précarisé, parce que le logement, l'électricité, les assurances, l'école, la santé ne sont pas des dépenses compressibles. L'alimentation est compressible. Et quand on a un budget de 5 € par jour et par personne dans une famille, et c'est ce avec quoi vivre les familles en précarité dans un pays comme la France, un pays riche, eh bien c'est vers les solutions low cost qu'on va se tourner, au détriment de sa santé, au détriment de la capacité d'envoyer des signaux aux politiques qu'on veut le changement, et les politiques continueront à dire « oui, les gens veulent du low cost, on ne va pas leur proposer autre chose ». Et donc je crois qu'il faut travailler sur l'alimentation et l'agriculture, mais situer ça dans la question plus large de savoir comment réussir, dans un monde de ressources rares, la transformation écologique dans le respect de la justice sociale. Merci. On va essayer Merci Olivier, on va essayer de continuer justement à répondre à cette question, comment réussir la transition. On a vu avec toi, Olivier, cette question des citoyens, comment avoir un meilleur accès à une alimentation saine. J'aimerais qu'avec Christiane Lambert, on voit aussi, pour démarrer cette session sur deux jambes, sur deux pieds, la question de la production. Sachant qu'on vient de vivre, ça n'a échappé à personne, une année agricole très particulière, avec du gel, de la grêle, de la sécheresse, de la canicule, avec des baisses de production, que ce soit pour l'huile d'olive, le tournesol, le maïs, la pâture, etc. Et je me souviens d'une chose, Christiane, c'est que ce que vous avez dit et répété, c'est qu'il faut réagir. Il faut faire quelque chose. Et c'est vrai que la cadence des événements climatiques, en fait, s'accélère. Donc ça revient et ça s'amplifie. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce que vous entendez par réagir ? Comment l'agriculture peut s'adapter et comment accompagner les agriculteurs ? Merci. Merci aussi pour votre invitation à m'exprimer devant vous, représentant les agriculteurs français et européens.
J'ai apprécié d'écouter M. De Schutter exprimer sa vision, et notamment le fait que la pression sur les prix pour les consommateurs fait aussi que, et l'évolution de la société, la dépense alimentaire est devenue la 4e dépense pour les ménages, après se loger, se déplacer, se connecter, se nourrir. Et c'est la dépense du week-end que l'on peut compresser parce que le loyer est payé par virement. Se déplacer, on paye son passe Navigo. Se connecter, c'est indispensable parce que même beaucoup de formalités administratives sont aujourd'hui faisables que de façon dématérialisée. Et c'est assez surprenant, on peut le dire, vous qui êtes un expert du sujet, que l'alimentation, qui est le besoin premier en se levant le matin, se remplir le ventre, soit devenue le 4e besoin énoncé aujourd'hui par un certain nombre d'experts. Alors, la crise Covid qui nous a tous touchés, qui a mis l'économie mondiale à l'arrêt, a montré l'importance de l'alimentation, a peut-être redémontré à certains qui l'avaient oublié que produire en quantité et apporter à chacun l'alimentation nécessaire chaque jour n'était pas gagné d'avance. La France a tenu, la chaîne alimentaire n'a pas craqué, en Europe non plus, mais dans beaucoup de pays, pendant la crise Covid, il y a eu des ruptures de chaîne alimentaire et des difficultés d'approvisionnement pour certaines populations. La guerre en Ukraine, qui s'est invitée tristement et de façon cynique depuis le 24 février de l'année dernière, a mis en évidence aussi la fragilité de l'alimentation pour d'autres raisons. Et notamment l'internationalisation des échanges et le fait que la Russie et l'Ukraine ensemble représentent 30% du commerce du blé, que l'huile de tournesol ukrainienne représente plus de 60% des exportations d'huile de tournesol, etc., etc. Et on peut le dire pour beaucoup de domaines. Elle a aussi entraîné une augmentation de 150% des engrais, ce qui aujourd'hui fait dire lors du sommet du G7 qu'il y a une nécessité de faire un plan d'urgence pour apporter des engrais en Afrique, sinon la catastrophe de famine sera encore pire. Ce qui a poussé la France à proposer l'initiative Farm, Food and Agriculture Resilient Mission pour justement produire plus en quantité en France, en Europe, c'est une initiative européenne, en Europe, en Afrique et commercer plus pour éviter justement l'augmentation des famines. La FAO elle-même a chiffré le nombre de malnutris en plus depuis le déclenchement de la guerre et ce sont des chiffres terrifiants. Et puis, nous le voyons tous les jours, cela donne lieu aussi à des bateaux de migrants dans la Méditerranée qui sont des spectacles humiliants pour nos sociétés. Et donc, quand on regarde l'augmentation de la population mondiale, quand on regarde la considération de l'alimentation et que l'on ajoute les événements que vous avez cités, c'est-à-dire le changement climatique qui affecte les productions agricoles de façon forte, vous avez cité la France, mais 47% du territoire européen a été touché par la sécheresse et les canicules, 47%. La Bretagne, qui est une région, et la Normandie, une région où d'habitude il pleut beaucoup, ont connu beaucoup moins de pluviométrie. Et par exemple, pour les semis de haricots verts, 50% n'ont pas levé et ne seront pas disponibles l'année prochaine. Les Kenyans se disent tant mieux pour nous, mais les consommateurs français n'auront pas la totalité des haricots verts, ni les flageolets, moins 40%. On vit des phénomènes que l'on n'avait pas l'habitude de connaître. Et dans ce contexte-là, j'entendais Madame Roberta Metsola, la présidente du Conseil européen, du Parlement européen, dire on a tous découvert finalement qu'au Niger, quand on se levait le matin pour manger, c'était à l'Ukraine que l'on pensait. 70% de dépendance du blé ukrainien, la Libye, la Turquie, Israël sont des pays très dépendants pour leur alimentation de ce commerce international. Et moi, j'ai toujours en mémoire la phrase d'Edgar Pisani, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, pas seulement parce qu'il a laissé de bons souvenirs dans le Maine-et-Loire, mon département, qui disait « Il faut produire plus partout sur tous les continents ». Et il ajoutait récemment « Il faut produire plus et mieux partout sur tous les continents ». Et je pense que ce que vous avez dit d'emblée, réduire les impacts en termes de gaz à effet de serre et de biodiversité, de destruction de biodiversité, est aujourd'hui la préoccupation dans une très grande majorité de pays, mais plus peut-être dans les pays développés et accompagnés que dans un certain nombre de pays plus pauvres. Et un certain nombre d'images que l'on a vues tout à l'heure à l'écran, nous savons malheureusement, notamment sur l'accumulation de plastique dans les rivières, où ont lieu ces éléments-là, ces événements-là. Alors, comment faire ? D'abord, il faut faire le plus possible de prévention par rapport aux événements climatiques. Nos entreprises à nous n'ont pas de toit. Moi, j'ai un élevage de porcs, ils sont à l'abri en bâtiment. J'ai des cultures destinées aux porcs, du maïs, de l'orge, du blé, qui sont sous les affres du climat.
Et l'année dernière, par exemple, sur nos 50 hectares de maïs, 20 hectares avaient 0 grain, donc aucune valeur nutritive pour nos animaux. Heureusement, nous avons une assurance. Nous n'avons pas d'irrigation, là où nous sommes, mais nous avons une assurance. Et donc, nous allons compenser la perte financière pour pouvoir acheter les aliments. C'est une chance. Ceux qui ont perdu 30% de leur fourrage prairie, avec 90 départements français en situation de sécheresse, ne trouvent pas de fourrage disponible. Donc il faut bien distinguer la possibilité d'acheter et la disponibilité physique. Les vaches ne mangent pas de billets de banque, elles mangent du fourrage, quel qu'il soit. Donc pour se prévenir par rapport à ces événements climatiques que plus personne ne conteste aujourd'hui, il n'y a plus de climato-sceptiques dans le monde agricole parce qu'on le vit de façon très forte depuis pas mal d'années. Il faut d'une part avoir des dispositifs pour s'assurer. Il faut aussi travailler, comme nous l'avons fait dans le cadre du Varenne de l'eau, sur l'adaptation et l'atténuation. Chaque filière française, et ce n'est pas encore aussi développé en Europe, je suis désolée de le dire pour mes homologues des 26 autres pays, chaque filière française a fait un plan d'adaptation au changement climatique, en identifiant comment réduire ses impacts tout en produisant au moins autant, sinon plus, quand c'est possible dans un certain nombre de domaines. Et cette adaptation, elle passe par différentes techniques et pratiques de date de semis, de choix de variété, de travail du sol ou pas pour capter des gaz à effet de serre. Et elle parle aussi du recours aux innovations, les sondes capacitives dans les sols pour mesurer la quantité d'eau et plein d'autres techniques ou pratiques. Et puis le recours à l'eau et à l'irrigation et une meilleure gestion de l'eau, comme certains pays très pauvres en eau plus au sud, l'Égypte, Israël, Portugal, Espagne l'ont fait auparavant. Donc nous regardons ceux qui ont connu plus tôt ces événements-là pour voir quelles adaptations sont possibles. Donc c'est une panoplie de solutions que nous développons. Et puis dernier mot par rapport aux aspects low cost, mais là c'est pas dans votre question climat. Et puis on va l'évoquer. La pression des distributeurs en France tellement forte quand 85% des Français font leurs courses en supermarché, avec 10 années de déflation, c'est-à-dire de baisse des prix de l'alimentation, a conduit à un appauvrissement de l'agriculture française, même à des faillites. Et donc, aujourd'hui, nous avons enfin des hausses qui permettent de mieux couvrir les coûts des agriculteurs. C'est un objectif de meilleurs revenus pour les agriculteurs et pour les futurs agriculteurs, parce que nous avons besoin de jeunes. 40% des agriculteurs vont prendre la retraite dans les 10 ans. On va reparler. Merci beaucoup, Christiane Lambert. On va reparler de la question des prix tout à l'heure, parce que je sais que c'est une question qui vous tient à cœur. Un des moyens de s'adapter au réchauffement climatique, de produire mieux et de produire plus, peut-être aussi, c'est l'agroécologie, la permaculture. Et je suis content qu'aujourd'hui, Perrine Hervé-Gruyer soit avec nous. En fait, la permaculture, c'est souvent associé au mouvement et au développement fort des micro-fermes. Et cette association d'idées, elle occulte une autre réalité qui est qu'on peut utiliser la permaculture et l'agroécologie à plus grande échelle pour produire davantage ou sur des surfaces plus grandes. Que c'est aussi une philosophie systémique, que ça va que c'est finalement beaucoup plus vaste que cette question des micro-fermes, même si les micro-fermes ont fait des choses formidables et que ça vaut vraiment le coup de les mettre en avant, de les étudier aussi comme l'a fait l'INRA. Mais voilà, il faut aussi savoir que ça peut exister sur des centaines, voire des milliers d'hectares. Et la question que j'aimerais poser à Perrine aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la réponse. Est-ce que la permaculture, est-ce que l'agroécologie peut apporter une réponse macro aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui? Et est-ce que l'agroécologie peut changer d'échelle? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'hectares, il peut se dire je vais convertir ma ferme et puis la transformer pour en faire une vraie ferme agroécologique ou une vraie ferme permacole? Peut-être ben oui, peut-être ben non. Moi, je viens de Normandie, alors... Il n'y a pas de baguette magique. En fait, il n'y a pas de solution idéale, de même qu'il n'y aura pas d'homme providentiel ou de femme providentielle. L'agriculture, moi, pour y être entrée et être désormais passionnée depuis presque 20 ans maintenant, c'est vraiment une question d'intelligence, de bon sens et de capacité d'adaptation. Et aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, on est face à un devoir d'adaptabilité absolument majeur, inconnu, je pense, à ce jour, en tout cas depuis les temps modernes. Et notre devoir à nous, c'est de comprendre comment fonctionne cette nature avec laquelle on travaille au quotidien,
sans vouloir essayer de la dompter, c'est vraiment comprendre pour rentrer dans le mouvement avec elle, danser avec elle. Désolée pour l'image un peu trop poétique, peut-être bucolique, mais c'est vraiment de ça dont il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, qui nous impose des phénomènes météo qu'on ne connaissait pas, aussi brutaux que violents, à des périodes, à des saisons auxquelles c'était inédit avant, qui font que techniquement les agriculteurs se trouvent souvent démunis. On ne sait pas vraiment quand le printemps commence, on ne sait pas vraiment quand il finit, on ne sait pas si on va avoir une sécheresse au plein mois de février et puis des inondations au mois de juin. On n'a plus vraiment de repères techniques pour se dire ça on sait faire, on va produire tant de quintaux, tant de tonnes de blé à l'hectare à l'année. Non, il faut une adaptabilité permanente et cette adaptabilité-là, elle nous est permise par quoi? Par l'intelligence de la nature et des écosystèmes. En fait, la nature, ça a toujours produit. Alors peut-être pas de l'alimentation comme on veut aujourd'hui la mettre dans l'assiette, mais si vous regardez bien un écosystème à l'état naturel, c'est-à-dire non modifié par l'homme, en soi, ça fonctionne. Ça souffre. On voit, même en Normandie, là, ces 3-4 dernières années, on voit des arbres périr dans des forêts naturelles, en Normandie. Il faut le faire quand même. Donc ça souffre, il faut là aussi s'adapter, mais pour autant, il y a des enseignements majeurs à aller chercher là. Et la permaculture nous dit ça, ni plus ni moins. Elle nous dit, regardez les écosystèmes, faisons du biomimétisme, inspirons-nous des principes et des règles de fonctionnement de la nature et importons cela dans nos systèmes de production, dans nos fermes. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à se parer contre les inondations, contre les coups de chaud. Alors les inondations et les coups de chaud, les meilleures solutions, c'est l'arbre. L'arbre, c'est le meilleur radiateur, climatiseur, fournisseur de matières organiques que vous puissiez imaginer. J'en passe des meilleurs, on n'a pas parlé de captation de carbone encore. Donc il y a des remèdes que l'on connaît, des techniques que l'on connaît, et on n'a rien de savant en avançant tout ça. Ça, ce sont des savoir-faire ancestraux. On s'est amusé lors du remembrement parce qu'on ignorait, et M. Pisani a fait amende honorable quelques années plus tard, on s'est amusé, entre guillemets, à enlever tous les arbres, à enlever les talus, à reboucher les mares, parce qu'il fallait faire des routes plus grandes, il fallait pouvoir passer. Et ça, aujourd'hui, on a appris la leçon, on sait qu'il faut faire chemin arrière. Donc les techniques, on les connaît. L'agroforesterie, le fait de ne plus labourer, donc de faire de l'agriculture de régénération ou de conservation, comme on dirait peut-être plutôt en France, ça, on sait faire. Qu'est-ce qui nous empêche de faire? Qu'est-ce qui nous empêche d'agir à grande échelle de façon écosystémique selon les principes de la permaculture? Et ça a été dit en préambule, c'est-à-dire qu'on est bloqué dans une espèce de tenaille économico-politico-socialo, je ne sais quoi, qui fait qu'on n'arrive plus à aller vers de l'innovation agricole parce qu'à un moment donné, on est tous focalisés sur l'économie, les prix, combien vont être rémunérés les agriculteurs qui ne sont plus rémunérés de façon digne. Or, une société qui ne traite pas dignement les gens qui la nourrissent, c'est une société qui est en danger, très clairement. Et donc, les agriculteurs sont devenus au quotidien de véritables économistes. Les céréaliers boursicotent sur les cours internationaux du blé parce que, bah oui, ils ont fait tant de quintaux, ils en sont fiers à l'hectare. Mais encore faut-il qu'ils les vendent, ces quintaux. Alors, cette année, c'était favorable, il y avait moins de blé ukrainien. Mais en fait, ils jouent. D'une année sur l'autre, on joue en fonction des cours mondiaux. Et à ce jeu-là, on n'est plus dans une logique d'innovation de production. C'est du temps d'innover en agriculture. Parce que quand vous mettez en place quelque chose là au printemps, si ça loupe, eh bien, vous ne réessayez pas 3 semaines après. C'est dans 1 an que vous réessayez. Donc on n'est pas dans le même pas de temps que la société civile, qu'une start-up ou qu'une entreprise lambda. Donc il nous faut du temps et cet effort d'innovation, cet effort de biomimétisme, comment s'inspirer des écosystèmes naturels, eh bien, il n'est pas rémunéré, il n'est pas pris en compte et il est compliqué dans une profession. On est toujours sur le fil du rasoir économiquement parlant. C'est difficile de tirer un revenu décent en agriculture. Donc on s'adapte et c'est ce que peut nous apporter cette fameuse permaculture, c'est de se dire comment anticiper tous ces changements naturels, et pouvoir les transcrire en quelque chose d'intelligent qui va faire que les agriculteurs vont se rémunérer dignement. Alors justement, tu me facilites vraiment la transition, Perrine, merci beaucoup. Plaisir. En fait, c'est une question justement que je voulais poser à Marc Dufumier.
ce que vient d'expliquer Perrine, en fait, c'est qu'il y a un problème dans la rémunération. On va y revenir plusieurs fois, même si c'est pas forcément un sujet très, très glamour, mais c'est vraiment un levier sur lequel il faut qu'on agisse. Et il est vrai que aujourd'hui, en fait, une partie de la rémunération est calquée sur la surface qu'un agriculteur cultive. Et on vient de le voir, cultiver de manière plus écologique, plus agroécologique, bio, permaculture, etc. En fait, ça demande plus de travail. En revanche, le revenu qui est mis en face ne correspond pas à ce travail en plus. Et la question que je voudrais poser à Marc Duffumier, c'est de savoir, est-ce que les politiques publiques devraient continuer à rémunérer selon la surface, selon du coup la quantité d'hectares, ou plutôt justement en se basant sur le travail effectué, mais aussi sur ce qu'on appelle le service rendu, parce que cultiver de cette manière-là, c'est aussi un service pour l'intérêt général, et ne serait-ce que pour la lutte contre le réchauffement climatique, contre l'effondrement de la biodiversité. Donc voilà, est-ce qu'il faut continuer à rémunérer selon la surface, Marc, ou est-ce que plutôt il faudrait effectivement rémunérer l'effort des agriculteurs? Alors, nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière. On a parlé des gens qui ont faim et souffrent de malnutrition. C'est un peu chez nous, les gens qui fréquentent les restaurants du cœur, les banques alimentaires. C'est beaucoup dans les pays du Sud. Et effectivement, avec une agriculture manuelle, très exigeante en travail, ils ont été mis en compétition avec nos céréales, avec nos poulets bas de gamme, avec notre poudre de lait, peut-être d'ailleurs avec des céréales ukrainiennes et russes ultérieurement, parce qu'effectivement, il faut être honnête, un blé à 45 quintaux en Ukraine sur 10 000 hectares, c'est beaucoup plus compétitif que des blés à 90 quintaux qui ont utilisé des engrais, des pesticides, des carburants, l'usure du tracteur et autres. Je vous dis que même chez nous, produire plus de blé en concurrence avec l'Ukraine, la Russie, puis aujourd'hui peut-être la Roumanie, mais c'était ridicule. En France, ce qu'il nous faudrait effectivement, c'est que les agriculteurs soient correctement rémunérés. Mais ce n'est pas en produisant toujours plus et en distribuant toujours plus, la valeur ajoutée qui reste pour les rémunérer reste très faible. Donc il y a eu des graves erreurs. Et il y a la betterave pour produire de l'éthanol, le poudre de lait pour les éleveurs peuls, je veux dire, le maïs peut-être. Alors par contre, on est très déficitaire en France, et ça, il faudra produire plus, effectivement, en protéines végétales, les fameuses légumineuses, parce que vous savez que nos cochons, peut-être en surnombre, et pas chez vous, élevés sur la paille, Madame Christiane Lambert, j'en conviens, mais pas toujours en Bretagne, c'est du soja importé. Nous participons à la déforestation en Afrique. Il est clair, cette agriculture industrielle qui a été capable de produire à bas coût en France, mais jamais de façon compétitive avec les producteurs, où c'est les grandes fermes de 10 000 hectares, même le lait, je veux dire, les petits Chinois, pour qu'ils n'aient pas de lait contaminé, on avait cru qu'il y aurait du lait déshydraté breton, et on découvre effectivement que c'est la Nouvelle-Zélande où il y a moins d'hiver, moins de foin, moins d'ensilage à faire. Enfin, je veux dire, on a eu tout faux avec notre agriculture industrielle. Notre excédent de la balance commerciale extérieure, c'est plutôt les fromages, les vins, les spiritueux, les foie gras, les produits à haute valeur ajoutée, et le reste ne survivrait pas si ce n'était pas subventionné. Et la pauvreté et la faim dans la malnutrition, on l'a vu, c'est là-bas des gens qui travaillent à la main, qui ont été concurrencés par tous ces excédents, et évidemment, qui sont tombés, n'ont jamais pu épargner, investir et accroître leur productivité. Oui, il y a des pays déficitaires aujourd'hui, il nous faudra produire plus. Chez nous, on pourrait éventuellement se permettre de produire moins, mais mieux, et plus de valeur ajoutée, et moins sans les coûts cachés qui ont été rappelés tout à l'heure. Le lait pas cher nous coûte très cher, il y a des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton, et notre pain coûte très cher, parce que l'eau potable, pour qu'il n'y ait pas de désherbant dans le robinet, vous l'avez compris, il nous faudra effectivement tout revoir. Mais soyons clairs, bonne nouvelle, l'agriculture qui relève de l'agroécologie. Alors évidemment, quand c'est manuel, permaculture et autres, c'est fait à l'extrême. Mais sachez que faire un usage intensif, ah oui, l'agriculture extensive, excusez-moi, si c'est étendre les surfaces aux dépens de la forêt congolaise, aux dépens de la forêt de Bornéo, aux dépens de la forêt amazonienne, je suis contre. Mais partout dans le monde, faire un usage intensif de l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire. Mais allons-y, faisons l'usage intensif de ce qui est gratuit, renouvelable. Par contre, l'accès au terrain, ça pose problème, on en débattra peut-être. Mais c'est la photosynthèse. Couverture végétale verte la plus totale possible, la plus permanente possible. Hiver, printemps, été, automne. Mais vraiment,
tout le temps. Et évidemment, feuille verte, capable de transformer cette énergie solaire en énergie alimentaire, fabriquer le sucre, l'amidon, les lipides, ce qu'on appelle les hydrates de carbone. Mais où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Y a-t-il pénurie annoncée du gaz carbonique dans l'atmosphère? Excusez-moi, c'est un gaz à effet de serre. Faire un usage intensif, excusez-moi, de ce gaz carbonique. La plante va prendre le carbone, va libérer l'oxygène. Ça n'a jamais fait de mal à nos poumons. Donc la plante va faire un usage intensif, va atténuer le dérèglement climatique et va fabriquer notre énergie alimentaire qu'on a besoin pour ensuite aller la dépenser au travail. Et puis même peut-être, si ça crée des pailles, des racines qui vont bien se décomposer, ça fabrique de l'humus et ça séquestre du carbone dans le sol. On va contribuer, on va être conforme à la COP21 en faisant un usage intensif. Alors c'est la gestion de l'eau. Là, il nous faut être très honnête, il faut que le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous, c'est les petits trous par lesquels elle transpire. Et la plante, au mois d'août, vous savez, la monoculture de maïs dans certaines régions de France, la plante d'été, c'est pas que le maïs exige beaucoup d'eau, il exige à la tonne moins d'eau qu'un blé. Il exige au mois d'août. Et évidemment, nous, il nous faut faire l'usage intensif de l'eau de pluie qui nous est donnée gratuitement, mais de façon de plus en plus chaotique. Donc on va empêcher les ruissellements, on va remettre des haies, la couverture végétale va empêcher l'eau de dévaler et ça finira par s'infiltrer. On veut que le sol soit poreux. Moi, effectivement, m'enseigner le labour. Maintenant, j'enseigne plutôt technique culturelle simplifiée, un minimum de labour, parce que si on réoxyde trop le carbone de l'humus qui retourne à l'état de gaz carbonique, c'est franchement pas génial. On fera confiance aux vers de terre, à la condition de ne pas mettre de produits ancides, bien sûr, vous l'avez compris. Mais c'est les vers de terre, les cloportes, les colamboles, qui vont nous rendre un sol poreux, qui vont permettre que l'infiltration de l'eau de pluie va s'infiltrer. Et pour que ça reste à hauteur des racines, c'est l'humus qui va fixer l'eau. On ne peut pas l'arrêter, Marc Dufumier. Oui, mais juste pour dire quand même... On ne peut pas l'arrêter. Absolument. J'ai senti que c'était une erreur de m'éloigner un peu trop de Marc sur j'insiste, capable de retrouver notre souveraineté protéinique. On va remettre des légumineuses, parce que la meilleure des assurances, c'est la diversité. La résilience des revenus, c'est que quand arrive un accident climatique extrême, tout n'intervient pas. Donc c'est les systèmes diversifiés. Et y compris, il nous faudra retrouver notre souveraineté protéinique et c'est pas faire du tort aux Brésiliens. Les Brésiliens me disent qu'ils sont vraiment fâchés de savoir que je parle des gens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant et qui sont dans les bidonvilles aujourd'hui, me disent « Monsieur Dufumier, on n'est pas fiers de produire du soja pour nourrir vos cochons, vos volailles, du soja pour nourrir vos ruminants, on préfère que ça nourrisse des Brésiliens. » Les Brésiliens qui ont été concurrencés par les grandes exploitations latifondières sont aujourd'hui sans emploi. Alors, oui, il faut rémunérer le travail. On va pas loin du pour Brésil. Rémunérer le travail, ce ne sera pas seulement la qualité du produit labellisé bio, avec un produit cher pour les bourgeois bohèmes et les perturbateurs endocriniens et les antibiotiques pour les couches modestes. Oui, il nous faudra rémunérer les services environnementaux en fonction du travail par des voies contractuelles. Il y a, on va prendre des premiers piliers de la PAC, 7 milliards d'euros qui peuvent servir à rémunérer le travail. Marc, je voudrais... Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, ce que je disais à Marc Dufumier, c'est qu'on ne va pas aller très loin du Brésil, un petit peu quand même, mais je voudrais qu'on parle un petit peu de la Colombie, parce qu'on a avec nous Carlos Mario Giraldo Moreno, qui est là, et j'aimerais du coup, pendant ce moment qu'on va passer avec Monsieur Moreno, qu'on prenne un petit peu de distance par rapport aux problématiques européennes, françaises et occidentales dont on est en train de parler, et puis qu'on essaye de comprendre avec lui quels sont les enjeux alimentaires d'un pays comme la Colombie. Lorsqu'on regarde les chiffres, en fait, on s'aperçoit que c'est un pays qui a un niveau de résilience assez important, grâce à un bon climat notamment. Mais une des questions que je voudrais poser aujourd'hui à Carlos, c'est de savoir, est-ce que cette résilience, est-ce que cette production alimentaire, elle profite à toutes les catégories sociales sur place? Est-ce que le fait de vivre dans un pays qui produit une alimentation abondante, est-ce que ça profite là-bas à l'ensemble de la population? Je vous donne mes excuses pour parler en anglais, mais c'est nécessaire pour pouvoir mieux m'exprimer. I think I'm going to give a different perspective because I've been in many forums with retailers and producers, world-kind producers, and the discussion is slightly or deeply different. When we speak about developed countries, Europe, the US, Canada, Australia, etc.,
We speak about health and wellness. We speak about organic food. We speak about obesity, about food waste, food safety. If you go to Colombia, but that's the same reality for many emerging countries, you speak about hunger, but you also speak about children nutrition. And you have to go to speak about the sustainability of an economic scheme for farmers that, given the full intermediation of others, are receiving very little money to sustain their production. So let me tell you, for example, that in Latin America, as a whole, 15% of the population does not eat 3 meals a day. So that puts that in a place. In Éxito, the founders of the company decided 30, 40 years ago to focus the activity of the Éxito Foundation on children nutrition. And why? Because if you don't get to education well-nourished, you don't get with the right brain development. It's a fact that the brain of a person develops 80% of its faculties in the first 1,000 days, pregnancy and first 2 years. And so our focus is there. In Colombia, for example, 500,000 children are malnourished. And this is an inequitable race. It's like 2 children that take the race of life in 2 bicycles, one bicycle with air in the tires, and the other bicycle with no air in the tires. There's no chance, or very little chance, that they will have the same opportunities in life. Today, we are nourishing directly through additional packages of alimentation near 70,000 children, and that was very important during the pandemic, where many children had to go to homes instead of being in places where they will well taken care in the food part. We believe that there shouldn't be the luck or no luck of being born in a home with money. So this is the first priority that we have to work in. The second thing is hunger. And I'll give you a detail. This is a big discussion. I discuss many times with world manufacturers about giving food to food banks. And many times I get the argument that it's not safe for the brand because it may not be taken in the good way. And I understand the argument. But many times here the discussion is about food waste because of the emissions of the decomposition of food. For us, it is taking food before it is waste and giving it to the food banks, in our case, 1,500 tons per year, and they go to 200,000 households every day to prevent hunger. And we have to work in this, and now we're trying to go to the farms to take out those parts of the crops that are no good because of sizes, and to be able to give them to people who need them to survive. And then buying local. In our case, we've made a huge effort to buy locally 84% of our food directly to the farmer, giving a better part of the economic chain to the farmer, and that makes a huge difference in Colombia. And let me tell you something. We came out of a 60-year war 6 years ago, and there are many communities who are farmers, vulnerable populations, or reincorporated populations without opportunity. Now we created a brand which is called País Sana, the healing country. It is a brand which was donated to the state so that anyone can put his products in this brand
And we are doing the commercialization, but we're encouraging other retailers also to do it. And it makes also a difference. Merci beaucoup. Merci. Alors, la première chose, c'est que, évidemment, alors j'espère que vous avez une bonne traduction déjà, pour ceux qui ont le casque sur les oreilles, sinon, n'hésitez pas à le faire savoir. La première chose, c'est que je ne peux pas ne pas demander une réaction à Olivier de Schutter sur ce qui vient d'être dit, mais donc j'ai une double question. Donc, je voudrais que tu nous donnes rapidement, que tu réagisses peut-être à ce qui vient d'être dit, et ensuite, alors, peut-être, vas-y, est-ce que ça t'inspire quelque chose ce que tu viens d'entendre sur ces comparaisons et la situation en Colombie ? Oui, je crois que cette intervention, en fait, confirme ce que nous ne cessons de dire depuis des années, c'est-à-dire que la question de malnutrition, de sous-alimentation ou d'alimentation déséquilibrée avec les taux de surpoids et d'obésité qui progressent partout dans le monde, y compris d'ailleurs en Colombie, sont une question politique et non pas technique. La question de l'alimentation est trop souvent vue comme simplement une question de production insuffisante par rapport à une demande du public, mais en réalité, c'est une question qui est surtout liée à la pauvreté, à la précarité, qui suppose que les gouvernements mettent au cœur de leur politique une rémunération digne pour le producteur, la productrice, en même temps qu'un accès abordable à une alimentation de qualité pour les publics précarisés. Et tant qu'on verra la question de l'alimentation comme une question technique à régler par les ingénieurs agronomes, je crois qu'on va échouer à vraiment prendre la mesure du problème. Et les pays en développement sont dans cette situation. La Colombie a des ressources extraordinaires, elle exporte d'ailleurs des produits agricoles. Ce sont des pays dont le pouvoir d'achat, cependant, est parfois insuffisant pour que les communautés locales puissent être nourries par ce qu'elles produisent sur place. La Colombie exporte alors même que les enfants ont fait en Colombie. Et c'est un pays qui, de ce point de vue-là, n'est pas très différent par sa situation de beaucoup d'autres. Et alors, je voudrais qu'on revienne à une question qui est certes globale et planétaire, mais qu'on peut se poser à l'échelle européenne et française, qui est la question de la part de protéines animales dans nos repas, qui visiblement est un levier assez considérable. J'en veux pour preuve le fait que ça apparaît dans beaucoup des scénarios agricoles et alimentaires qui sont aujourd'hui publiés, que ce soit le scénario de l'IDRI qui s'appelle TIFA, 10 Years for Agroecology, que ce soit celui d'AFTER également, de Solagro, mais pas seulement finalement des scénarios agricoles, également des scénarios comme par exemple la stratégie nationale bas carbone. Donc cette question des protéines animales, elle revient, elle est récurrente et on s'aperçoit que c'est un levier important. On s'aperçoit aussi que ça génère beaucoup de réactions, qu'il y a quand même un certain conservatisme dans cette discussion qui nous empêche aussi d'avancer. Et ma question, Olivier de Schutter, ce serait d'essayer de savoir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les comportements dans ce domaine pour arriver à agir de manière efficace sur ce levier. Oui, c'est une question sensible sur laquelle beaucoup de malentendus existent. Et moi, j'ai une position nuancée là-dessus. Je crois que c'est important de réaliser, que dans les pays riches, la consommation de protéines animales est trop importante par rapport aux besoins de l'organisme. Donc tous les diététiciens, nutritionnistes sont d'accord là-dessus. On consomme dans un pays comme le mien, la Belgique, à peu près 80 kilos, 75-80 kilos de viande par personne et par an. On pourrait en consommer pratiquement 3 fois moins et satisfaire les besoins alimentaires. Mais il est faux de dire que le végétarianisme est une solution. Les animaux sont indispensables dans des cycles agroécologiques pour fertiliser les sols. Les prairies permanentes sur lesquelles les animaux paissent dans l'agriculture extensive sont des puits de carbone extrêmement importants et on commettrait une grave erreur en mettant ces prairies en production pour produire pour l'alimentation. Par contre, ce qui est problématique, ce sont les filières d'élevage industriel
où les animaux sont nourris non pas à l'herbe et au foin, mais exclusivement sur base de tourteaux, de soja importé par exemple, avec toutes les conséquences qui en résultent. Ça a été évoqué tout à l'heure par Marc Dufumier pour la déforestation dans d'autres régions que les régions européennes. Donc je crois qu'il y a viande et viande en fait. Il y a la bonne viande produite dans des conditions durables où l'élevage permet de nourrir des cycles agroécologiques durables, et Marc Dufumier en parlera infiniment mieux que moi évidemment. Et puis il y a la viande issue des filières industrielles qui sont beaucoup plus développées au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, dans le nord de la Belgique qu'en France ou en Wallonie par exemple, et qui, elles, ces filières d'agriculture, d'élevage, pardonnez-moi, plus extensives et où les animaux sont essentiellement élevés en prairie, sont très soutenables et même indispensables. Voilà. Donc, consommons moins de viande, mais de la meilleure viande produite localement selon des méthodes de production qui sont soutenables. Bon, à la fin de cette session, on va avoir une discussion avec le public et vous allez pouvoir poser des questions. Et je sais déjà que certaines porteront sur ce sujet parce que c'est un sujet vaste auquel on aurait pu consacrer toute cette session. Mais je voudrais donner la parole à Christiane Lambert. Tout à l'heure, on a commencé à parler de prix et je voudrais qu'on continue sur cette thématique parce que pour l'instant, on l'a pas suffisamment abordé alors que c'est aussi un levier stratégique vraiment important. Et je voudrais vous citer ce que vous m'avez dit il y a quelques temps lorsqu'on s'est rencontrés. Vous m'avez dit « En ne payant pas cher, on aboutit à une agriculture low cost et à la disparition progressive de l'agriculture en France, à l'instar de ce qui s'est passé avec l'industrie du textile. » Voilà, vous comparez l'agriculture et le textile. Vous dites aussi qu'on a laissé trop de liberté à la grande distribution dans la fixation des prix et que nous avons finalement trop dérégulé. Et bien sûr, vous dites que plus vert, c'est plus cher et que les consommateurs doivent être prêts à payer. C'est là que je voudrais en venir avec vous, Christiane Lambert. Je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi vous défendez ce parti pris du consommateur qui doit payer une nourriture de qualité. Et puis peut-être que vous nous disiez, dans cette configuration-là, comment faire avec les bas revenus et comment faire avec cet accès pour tous à une alimentation saine. Merci. Alors, oui, c'est vrai que la France a laissé délocaliser son industrie dans de nombreux domaines. Je parle du textile parce que nous sommes tous habillés. Dans le département du Maine-et-Loire, qui est le mien, il y a 20 ans, 12 000 emplois dans le textile et la chaussure, aujourd'hui 1200. Nous sommes tous habillés. C'est pas souvent du Made in France. C'est même difficile parfois de trouver du Made in France ou du Made in Europe. Et l'habillement est fait aujourd'hui majoritairement ailleurs, dans des pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. À propos d'agriculture et d'alimentation, il y a eu aussi cela. C'est-à-dire que la concentration de la distribution en France, c'est un peu une spécificité française. 85% des courses alimentaires sont faites dans les magasins de la grande distribution. C'est beaucoup moins en Italie, c'est beaucoup moins en Allemagne, c'est beaucoup moins dans d'autres pays. Mais ça a été un choix politique. Il y a eu plusieurs lois successives qui ont donné les clés du camion à la grande distribution, qui s'en est servi pour dire « venez chez moi, c'est moins cher ». Et vous connaissez tous ces publicités. Et donc, c'était 2 acheter 1 gratuit, promotion tout au long de l'année, etc., etc. Et pour moi, qui suis producteur de porc, quand j'ai vu des côtes de porc vendues 1,69 € le kilo en promotion, et que je sais que le consommateur, ma sœur, mon beau-frère, ont acheté de la viande à ce prix-là, ils ont mémorisé ce prix-là, alors que le vrai prix, celui qui permet d'avoir les bonnes protéines, le bon blé et la rémunération de l'agriculteur, ce n'est pas du tout ce prix-là, c'est plutôt 6,50 €. Donc en fait, les Français sont devenus promovores, pas par leur faute, mais parce qu'il y a eu cette offre pléthorique. Et ça a été une volonté politique aussi pour tenir le pouvoir d'achat des consommateurs. Et à quoi ça a conduit ? Ça a conduit à une sous-considération de l'alimentation, du gaspillage alimentaire. On achète beaucoup, c'est pas cher.
Un Français jette en moyenne 42 kilos par an. C'est assez invraisemblable. Chez moi, on ne jette rien. Je n'ai pas été élevé comme ça. Et ce gaspillage alimentaire dont tout le monde parle et qui, en France, est quand même impressionnant de volume. Et tous les distributeurs, enfin, tous ne sont pas à mettre dans le même panier, mais une majorité d'entre eux ont dit on doit vendre moins cher. Il faut que les Français puissent acheter. Et donc, on s'aligne sur le plus bas pouvoir d'achat. On doit vendre encore moins cher. Les Français achètent à l'euro près. Mais celui qui gagne 10 000 € par mois ou celui qui gagne 1 000 € par mois, dans le magasin, ont accès aux mêmes promotions et aux mêmes produits pas chers. Et les low cost du 16e marchent très bien. Donc, je pense qu'il faut quand même aussi regarder que c'est une habitude assez française qui a été prise et qui est malsaine, parce que ça a tiré vers le bas, ça a beaucoup tiré vers le bas les prix de l'alimentation en France. Regardez les données que nous avons en ce moment. Nous avons toutes les semaines une réunion le jeudi à 11h du matin avec 3 ministres, ministre de l'Agriculture, du Commerce et puis le ministre de la Concurrence, qui supervise la concurrence à Bercy, pour faire le point sur les négociations commerciales. Et on compare les taux d'inflation alimentaire entre la France et les autres pays européens. Nous avons longtemps été à 5,6% quand les autres pays européens, mitoyens de nous, étaient tous à plus de 10%. Belgique, Angleterre, Italie, Espagne, plus de 10% d'inflation. Aujourd'hui, nous arrivons à 10% et les autres pays, pour certains, sont à 18, 20, 21% en Estonie, en Pologne. Donc, on a en France ce sujet d'une volonté d'alimenter pas cher. Alors, nous disons quoi? Quand je dis plus vert, c'est plus cher, c'est une formule. Mais ça ne veut pas dire que plus vert, plus bio ou autre. Quand je mets plus de bien-être animal pour mes porcs, parce que j'ai investi dans un bâtiment avec plus de surface, plus d'aération, plus de climatisation, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Quand je mets plus de biosécurité pour conserver les poulets à l'abri, quand il y a la grippe aviaire qui passe avec les oiseaux migrateurs, ça coûte plus cher. Quand les consommateurs sont interrogés par Kantar, par Opinionway, etc., ils disent « mais nous, on est prêt à payer un petit peu plus cher s'il y a un contenu produit et si on est sûr que ça va à l'agriculteur ». Donc moi, j'entends les Français, mais je vois qu'entre les consommateurs et nous, il y a des industriels, des distributeurs, qui, eux, font une promesse autre. Venez chez moi, c'est moins cher. Et donc, ce que nous portons, nous, à la FNSEA, c'est d'une part de dire que tout travail mérite salaire, et comme vous l'avez dit, ceux qui nous nourrissent doivent vivre de leur travail. Quand on est éleveur, c'est 365 jours par an, 24 heures sur 24. Même la nuit, il faut être en capacité d'intervenir s'il se passe quelque chose dans l'élevage. C'est pour ça que nous, on habite sur place et qu'on a des alarmes. Quand on quitte, on a toujours le téléphone dans la poche pour pouvoir intervenir à tout moment. C'est une astreinte, ça a de la valeur. Ça serait des salariés, on les paierait. Nous, on est chef d'exploitation, donc on doit l'intégrer quand même dans tout ça. Et pour finir, nous disons donc, les prix doivent être payés au prix qui correspond à une bonne rémunération pour les agriculteurs, pour conserver de l'attractivité au métier, pour accueillir des jeunes, pour ne pas avoir toutes les faillites que l'on a connues. Mais il faut mettre en place des dispositifs d'aide alimentaire pour ceux qui sont ayant droits sociaux, tout comme il y a des chèques vacances pour les gens qui sont ayant droits sociaux. Pourquoi n'y aurait-il pas un chèque alimentaire basé sur le minimum alimentaire vital? Moi, j'ai ma fille qui est étudiante, qui a fait des études d'ingénieur agronome. Pendant le Covid, elle me disait « Maman, j'ai des amis à qui les parents ne donnent rien du tout pour acheter leur alimentation. Avant, ils travaillaient, ils gardaient un hôtel la nuit, ils trouvaient des petits boulots, etc. Aujourd'hui, les parents ne donnent plus rien. » Ces jeunes-là, ils sont précaires alimentaires aussi. Et donc, je pense que cette approche-là, elle me paraît essentielle et pour aussi clouer le bec à certains distributeurs qui disent toujours « On va vendre moins cher, il y a de plus en plus de précaires. » Alors, regardons comment on aide ceux qui sont vraiment précaires et puis achetons au vrai bon prix. Ce que j'essaye de faire moi-même quand j'achète mon alimentation, ma voiture, toujours française, mes chaussures, etc. etc. Nos achats sont nos emplois. Et si la France a perdu son alimentation, si la France a perdu son industrie, c'est aussi parce que les t-shirts à 2 € ou les sandales à 3,50 € et les baskets à 5 € à la rentrée, même moins, qu'on voit sur toutes les grandes affiches dans nos villes, eh bien c'est de l'importation de chômage. Ouais. Donc ça, nous n'y sommes pas favorables. Merci beaucoup, Christiane Lambert. Je voudrais pas profiter de d'évoquer cette question de prix pour aussi parler des allégations qu'on trouve sur les emballages ou dans les grands restaurants, dans les fast-foods et venant des grandes entreprises aussi de l'industrie alimentaire pour avoir des pratiques plus écologiques. Il y a
des obligations, des cahiers des charges, des règles. Et certaines allégations qu'on trouve sur ces emballages sont adossées à des cahiers des charges. C'est le cas, par exemple, du label agriculture biologique européen, de la feuille verte, et d'autres allégations en fait ne sont pas adossées à un cahier des charges officiel et contraignant. Je pense par exemple à des mots tels que agroécologie, agriculture régénératrice, etc. Il y en a d'autres, sol vivant, etc. Ces dernières années, en fait, on retrouve ces expressions dans la communication de grandes entreprises sans que ce soit adossé, encore une fois, à un cahier des charges officiel, alors qu'en réalité, elles correspondent à des méthodes précises, souvent ancestrales, qui sont documentées et piocher simplement dans ces pratiques et continuer pour le reste à avoir les mêmes pratiques, et ben finalement c'est une manière aussi de tromper le consommateur. Ce que je voudrais demander à Perrine Hervé-Gruyer qui est là à ma gauche, c'est de savoir comment protéger ces bonnes pratiques qui, encore une fois, ne sont pas hasardeuses, mais sont bel et bien documentées, qu'elles s'adossent à un corpus scientifique, agricole, agronomique. Comment faire pour les protéger ? C'est une vraie difficulté, parce que moi j'ai milité pendant des années en tant qu'agricultrice biologique. Pardon, excuse-moi Perrine, une toute dernière chose. Dans 5-10 minutes, on va donner la parole au public. Donc je demande à toutes les personnes que je vais interroger de faire des réponses courtes. Donc moi j'ai milité pour qu'il n'y ait pas des dictages de labellisation, permaculture, agroécologie, etc. Parce que je pensais que c'était trop confus dans la tête des consommateurs. On avait déjà label rouge, enfin on en a énormément de labels. Et au final, je ne sais pas si vous vous y retrouvez, mais moi-même, je ne suis pas toujours sûre de savoir ce qu'il en est. Pour le bio, pour moi, c'était un passage obligé. Les porteurs de projets que j'accompagne, les jeunes qui créent des fermes, je leur dis toujours, allez vers le label bio français, parce qu'au moins le consommateur sait à quoi il a affaire en achetant vos produits. Pour autant, regardez ce qui s'est passé depuis le déconfinement, parce que cette période de confinement de 2020, nous, dans le milieu bio, on l'a tous accueilli comme un peu le messie. On s'est dit, ça y est, les gens ont enfin compris. On voyait les gens tourner avec leur voiture, s'arrêter dans les fermes, c'était la guerre. Les gens cherchaient à manger, c'était aussi l'occasion pour sortir avec leur laissez-passer, là. Mais bref, tous, on a mis en culture, mais à fond. C'était le mois de mars, souvenez-vous, c'était le printemps. Et on a mis en culture, on s'est dit, ça y est, les gens ont compris, ils achètent local, ils achètent sain, etc., etc. Arrive le déconfinement au mois de mai. Nous, on a tous mis, mais vraiment beaucoup en culture pour que l'été soit extrêmement productif, hyper intense. Tout le monde part. Tout le monde repart dans le quotidien, métro, boulot, dodo, grosso modo. Et on se retrouve tous avec les productions sur les bras. Et le mouvement est allé croissant, où la consommation du bio est allée décrescendo. Pourquoi ? Comment ? C'est l'interaction de différents facteurs. Le fait, on l'a dit beaucoup, que l'abonnement Netflix, le dernier iPhone, c'est super important. Donc dans le budget familial, c'est en number one par rapport à l'alimentation. Et ça, c'est très difficile d'aller lutter contre. Il y a aussi le fait que je pense, avec ces histoires de labels, les gens ne savent plus trop. Et la bio, paradoxalement, s'est attiré une mauvaise image avec cette espèce de revirement-là. Les gens étaient persuadés que parce que c'était bio, c'était plus cher. C'est loin d'être le cas. Si vous allez chez les producteurs locaux, vous allez voir, vous achetez en direct, vous n'allez pas avoir une culbute de 20 ou 40 ou 50% comme vous pouvez l'avoir dans les épiceries fines à Paris. Ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'il faut, c'est réussir à opérer cette réconciliation entre le consommateur et la vraie alimentation, le vivant. Aller chercher l'alimentation à la source. Alors, on boucle la boucle. Les gens qui n'ont pas les moyens, ils ne vont peut-être pas pouvoir se déplacer dans les fermes pour aller acheter leur alimentation. Mais on a créé les magasins de producteurs qui ont eu le vent en poupe, qui ont super bien mâché. Et je ne sais pas si vous avez vu, près de chez vous cet été, c'est en train de tomber, mais littéralement. Pourquoi est-ce que les gens ne vont plus vers la bio ? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont plus vers les magasins de producteurs ? Pourquoi est-ce que c'est uniquement la grande consommation ? On dit depuis tout à l'heure que la grande consommation étouffe littéralement les producteurs et pourtant les consommateurs vont directement là-dessus. Donc là,
Il y a une vraie remise en question de la consommation des consommateurs. Et puis, ça vient s'agglomérer avec toute la problématique qu'on a décrite tout à l'heure. Je pense que vous allez avoir le moral dans les chaussettes, là, à ce stade de la table ronde, parce que manque de foncier agricole, problème de renouvellement des générations, dérèglement climatique, insécurité technico-agronomique, si je peux le dire comme ça. Et on se retrouve avec des jeunes qui, jusqu'alors, fantasmaient un petit peu l'installation en agriculture et qui ne veulent plus s'installer. C'est démoralisant quand on se prend un orage de grêle en avril, encore une fois une sécheresse en plein été, et qu'on n'est déjà pas très aguerri comme agriculteur, ben on arrête. Donc on n'est pas à l'abri, en France, au printemps 2023. Pourquoi printemps 2023 ? Parce qu'on va tirer toutes les conséquences dans les bilans comptables de ce qui s'est passé en 2022. Printemps 2023, on n'est pas du tout à l'abri d'une pénurie alimentaire. Je vous l'ai dit, votre morale ne va pas s'améliorer. Hein. Si. J'ai des solutions, on en parlera après. Hein, voilà. Je suis sûr que Marc Dufumier va tous nous remonter le moral d'un seul coup. Marc Dufumier, la question, et donc qui appelle une réponse très courte maintenant. La question que je voudrais poser, c'est que non, mais c'est parce que je voudrais vraiment donner la parole au public, et puis il y a des jeunes aussi qui sont là et qui aimeraient poser des questions. J'y viens. En fait, on le voit, il y a eu une fuite en avant dans certaines logiques marchandes. Par exemple, le fait que dans les supermarchés, parfois on rajoute à ce qui coûte plus cher dans le bio encore de la marge. Enfin bref, et ces logiques marchandes, je vous entends souvent, Marc Dufumier, justement en parler, les dénoncer, et évoquer aussi la solution, le fait que l'agriculture devienne un bien commun. Et j'aimerais tout simplement que vous nous expliquiez en quoi ça consiste. Est-ce qu'il existe des exemples ? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça ? Comment l'agriculture peut-elle devenir davantage un bien commun ? Non, c'est la terre et c'est le climat. Ce sont les ressources naturelles qui nous sont un bien commun et dont il faut faire le meilleur usage. Et le débat qu'on vient d'avoir, parce que là, ce que je partage quand même avec Madame Lambert, c'est qu'effectivement, c'est un peu l'équivalent des t-shirts. Hein. Notre alimentation industrielle, en compétition avec des fermes de plusieurs milliers d'hectares, dans la France des mille et un terroirs, ça n'a aucun avenir. Or, il nous faut bien, effectivement, une alimentation qui soit accessible au plus grand nombre et qui soit de qualité, sans antibiotiques dans la viande, sans perturbateurs endocriniens. Et notre santé à tous, moi je veux bien qu'on considère aussi que c'est un bien commun, mais c'est à ça qu'il faut penser. Et donc, effectivement, le grand tort de cette agriculture qui fait un usage intensif de ce qui ne coûte rien, elle est intensive en travail, elle est intensive en emploi. Et donc, tant qu'on ne rémunérera pas ce travail par la voie contractuelle pour des services environnementaux de biens communs, j'en conviens, nous ne parviendrons pas. C'est-à-dire, la transition agroécologique, le fait que les gens vont passer à une agriculture qui relève de l'agroécologie, va avoir, quand ils seront correctement rémunérés, pour séquestrer du carbone, fabriquer de l'humus, pour remettre des légumineuses. Ça nous évite des importations de tourteaux de soja, la déforestation en forêt amazonienne, ça nous évite des émissions de protoxyde d'azote, parce qu'on dit les protéines animales, mais pensez d'abord aux protéines végétales. La question, c'est le déficit de l'Europe et de la France en protéines végétales qui fait qu'on déforeste la forêt amazonienne et qu'on met des engrais azotés de synthèse. Engrais azotés de synthèse hyper coûteux parce que produits avec de l'énergie fossile, gaz naturel, russe ou norvégien. Enfin, je veux dire, ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut diminuer nos coûts en France et améliorer la qualité et peut-être plus de travail, donc rémunérer le travail et moins d'engrais azotés de synthèse, pas de produits phytosanitaires, pas d'antibiotiques dans la viande, pas de perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes. Mais voilà le bien commun. On va tous être raisonnables et de façon politique, on met fin au libre-échange, on dénonce les accords de Blair House, on dénonce le Mercosur, on ne ratifie pas, on dénonce les accords traités internationaux et on dit à l'organisme des règlements des différends de l'OMC que le traité international de la COP21, tous les juristes ici, il y en a sans doute dans la salle, ça prévaut sur des accords commerciaux. Il y a une fenêtre de tir peu commune aujourd'hui avec les événements actuels. Oui, c'est politique, c'est pas technique la question, mais il y a urgence qu'on s'y mette, s'il vous plaît. Merci, bravo. Carlos, je voudrais vous poser une question et pareil, si vous arriviez à faire une réponse courte, ce serait formidable. J'aimerais savoir, on a compris que les problématiques en Colombie étaient différentes.
J'aimerais savoir, maintenant que vous avez écouté tout ce qui s'est dit autour de cette table, que vous nous expliquiez de votre côté quelles sont vos priorités pour les questions climatiques. Une chaîne comme Grupo Éxito, comment est-ce qu'elle agit aussi pour lutter contre le réchauffement climatique? The first thing is to understand the reality of Colombia. It's 0.6 of the world emissions, but it's responsible for part of the Amazonas, which is 10% of the biodiversity of the world. So we have to work a lot in forest positive and to prevent deforestation. In our case, all the farms that work for us have satellite vigilance to prevent that deforestation, but that's not enough. We have to work with creating culture in the farmers. And so, for example, with the UK and with WWF, we have now an alliance to take that kind of good practices to the producers. But it's important also to understand the reality. The main cause of deforestation in Colombia today is not cattle or soy or palm. It is the people that cut the trees to make coal to be able to make their food. And this is something of how to survive. So we have to create a reality to save them. I'll tell you a little story in 1 minute. We work with an association called Banco Dos, Bank of O2. It was created by a corporation because they were preventing people from tearing down trees and making coal. They were called in a paramo of Sonson to go because somebody was making coal. They went there, they confiscated all the coal. They went in the car, and a little girl was throwing stones to them. And they stopped and they said, "Why are you attacking us?" And she said, "Because you are attacking my life. Because my father has been 1 month making this coal in his own forest to pay for my study. And so now it cannot be paid." It's only to tell you that we have to look how to prevent deforestation, but that there has to be a world responsibility with deforestation. It's not only the issue of the countries where the forests are. Merci beaucoup. Je profite du temps qu'il nous reste pour écouter vos questions et pour que nous puissions débattre. Alors, oui ? Oui. Oui. C'est bon, ça marche. Oui, bonjour. Donc moi je m'appelle Elio Odius. Je suis étudiant en 2e année à la Centrale Supélec et donc je viens ici représenter le panel jeune, il me semble. Étudiant en 2e année. En 2e année à Supélec. À Centrale Supélec, c'est ça. Okay. Sur le plateau de Saclay. Et justement, ma question elle va concerner ce plateau où AgroParisTech nous a rejoint cette année. J'ai vous étiez ancien professeur là-bas ou professeur encore, je n'ai pas très bien compris, à AgroParisTech. Et du coup, ma question c'est comment est-ce qu'on, parce que c'est un énorme projet de bétonisation du plateau de Saclay pour installer des grandes écoles, pour faire une espèce de centre de la tech avec plein d'écoles d'ingénieurs, d'entreprises, tout ça. Il faut parler plus lentement. C'est la bétonisation du plateau de Saclay, c'est ça. Voilà. Et donc, cette bétonisation, elle se fait sur une terre qui est extrêmement agricole et qui est très proche de Paris, qui permettait donc d'avoir une production locale pour Paris. Et donc, je voulais savoir comment est-ce qu'on pouvait lutter contre cette bétonisation qui, du coup, empêche d'avoir une production locale pour toute la région parisienne. Ok. Alors comme j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions, je vais en prendre plusieurs à la fois. Donc il y a la question sur la bétonisation de Saclay. Derrière, je crois que c'est... Bonjour à tous. Moi j'avais une question sur les surcoûts. Et est-ce qu'il serait possible de reporter le surcoût des produits alimentaires industriels sur les produits bio ou responsables, sous forme de taxes et ou de chèques alimentaires comme on en a parlé tout à l'heure. Tout cela pour rendre plus cher des produits néfastes et accessibles, des produits plus sains, plus respectueux et plus rémunérateurs pour les petits agriculteurs. Merci. Ok. Alors, est-ce qu'autour de moi, quelqu'un veut répondre à la question sur la bétonisation du plateau de Saclay ?
Très vite, parce que moi j'ai suivi, c'est un peu un serpent de mer, hein, Saclay. Il y a eu beaucoup de projets d'opposition à la bétonisation, des projets agricoles qui n'ont pas vu le jour malheureusement. Là, il y a véritablement une question de volonté politique et puis peut-être de résistance sur place aussi, parce que des projets, il y en a. Du foncier agricole, on en cherche désespérément tout le temps, partout. Donc laisser partir des terres aussi riches que celles-ci, c'est quand même dommage. Et qui souhaite répondre sur la question des prix ? Sur la question, oui, des prix et des coûts. Et puis peut-être en écho à ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Dufumier, aujourd'hui, les services rendus par les agriculteurs en produisant, en valorisant les prairies, en captant du carbone, ne sont pas rémunérés. Toute la difficulté, c'est de répercuter tous ces coûts-là jusqu'aux consommateurs, parce que déjà, on nous met régulièrement en avant le fait que l'alimentation est inaccessible pour certains. Donc on a créé des dispositifs, mais sûrement que M. Dufumier les connaît, parce qu'ils existent déjà dans d'autres pays, de rémunération du carbone capté. Les agriculteurs font un diagnostic sur leur exploitation du carbone capté puis stocké actuellement, qui s'engage dans un plan de progrès. Ils captent plus de carbone et ce nouveau carbone capté est rémunéré. Crédit carbone capté acheté par des émetteurs qui doivent eux compenser. Et donc au lieu d'aller acheter des crédits carbone en Indonésie, en Chine ou ailleurs, à 3 francs 6 sous, on leur demande de faire de la compensation carbone en France sur nos 13 millions d'hectares de prairies, puisque la moitié de la surface française, c'est de la prairie. C'est bien sûr un joyau de biodiversité, ça a été dit, de capture carbone également, donc il faut vraiment les conserver. Mais vous avez sûrement entendu parler de la difficulté de rentabilité de l'élevage en soie, pour faire payer le vrai prix de la viande française par rapport à de la viande Argentine ou Mercosur que certains veulent nous livrer. Et on fait la même chose avec la biodiversité. On paye des agriculteurs pour services rendus quand ils font des plus en matière de biodiversité. Et ça, les agriculteurs commencent à comprendre que ça peut être attractif. C'est un complément de revenus pour ceux qui engagent des actions concrètes et quantifiables. Merci. OK. Oui, et après, je vais prendre une autre question. Pardon, oui, rapidement. Donc, il y a 30 ans, on aurait mis une taxe sur les engrais azotés de synthèse. Donc les coûts cachés, c'est les protoxydes d'azote, c'est le coût en énergie fossile. Et avec ce malus, on aurait rémunéré des légumineuses. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, avec l'accroissement des coûts des engrais azotés tel que c'est, et même le fait qu'on n'est pas sûr qu'il y en aura là dans un an et demi, on ne serait pas dans la panade. Alors ça fait 30 ans qu'on dit ça. Une taxe carbone sur les engrais azotés de synthèse, mais tout de suite un bonus pour ceux qui font l'alternative, les cultures de légumineuses qui, pour fabriquer les protéines, utilisent finalement l'énergie solaire. Enfin, je veux dire, ça va de soi, c'est ça que nous aurions dû faire. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi on ne l'a pas fait? Et pour la rémunération carbone, je voudrais juste vous dire, il est important que ce soit le service, c'est le travail qui soit rémunéré, paiement des services environnementaux, et pas mettre un prix au carbone. On ne va pas privatiser le bien commun dont on venait de parler tout à l'heure. Et la séquestration de carbone, c'est plusieurs services. C'est moins d'érosion, parce que l'humus se protège, c'est évidemment la conformité à la COP21 et ce genre de choses. Vous voyez, donc c'est bien, par rémunération et par voie contractuelle, on rémunère un service environnemental d'intérêt général. Alors, et juste pour compléter ce que dit, oui, pardon, je vous en prie. Par rapport au jeune homme qui est là, et puis par rapport à la préoccupation protéines. C'est vrai que les accords de Blair House datent des années 60. Ils ont été encore plus mis en lumière comme étant négatifs avec la déforestation de l'Amazonie et l'importation du Brésil de soja brésilien. La France est le pays qui a le moins d'importation de soja parce qu'on a trouvé d'autres formes de protéines que j'utilise chez moi, des protéines de colza, puisqu'on fait des biocarburants à partir du colza, biocarburants où on utilise l'huile et autres pour faire les biocarburants. Et moi, j'utilise le colza. 100% de tourteau de colza, 0 tourteau de soja dans notre élevage depuis déjà 10 ans. Donc ça bouge positivement, puisque comme il faut quand même donner quelques signes d'espoir, sinon vous allez tous partir complètement le moral dans les chaussettes, ça bouge aussi parce que la France a décidé de faire un plan protéines l'année dernière, avec des moyens qui ont été accordés, et les fameuses plantes qui captent, grâce à leur rhizobiome, l'azote, elles sont encouragées aujourd'hui en mélange ou seul. Et il a été découvert un maïs grâce aux variétés rares préservées par les Incas, un maïs qui a des possibilités d'avoir sur ses racines, sur son rhizobiome, des capteurs de carbone. Donc il y a quand même de l'espoir dans la recherche et dans les labos. Et il faut compter sur ces solutions innovantes de la nature pour trouver des solutions protéiniques en France et en Europe. Oui, mais quand même, vous reconnaîtrez que le colza n'est pas une légumineuse et que l'azote du tourteau de colza dont vous parlez pour faire de l'agrodiesel,
c'est de l'azote issu d'énergie fossile. Donc l'idée de dire on est en phase de faire le plan protéique parce qu'on a trouvé une plante qui va... Non, il y a des moments, c'est pas une légumineuse, excusez-moi, c'est pas une légumineuse. Pas quand il est fertilisé par les engrais organiques de mes animaux en polyculture élevage en France, qui est quand même quelque chose de très répandu. Voilà. Et après, je vais prendre une autre question. Alors, oui, monsieur, je vous écoute. Oui, ou sinon, je vous... Oui, c'est au vendredi, ça. Oui, ça va être rapide ma question. Et peut-être je vous en prie. Olivier de Schutter, peut-être. En fait, des milliards, c'est au niveau mondial, c'est pas seulement la France. Donc l'alimentation dont il s'agit, c'est au niveau mondial. Et donc l'enjeu est mondial et géostratégique. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut chercher des solutions, parce que une solution trouvée en France, et si on n'en a pas au Mali ou ailleurs, le problème restera posé chez nous. Ce que je veux dire, aujourd'hui, on a un Conseil de sécurité. Je me demande s'il ne faut pas un Conseil de sécurité alimentaire. Et par rapport à cela, en fait, ce que je voulais interroger aussi, c'est le rôle de la FAO, avant qu'on transforme la FAO en Conseil de sécurité alimentaire. Ce que je veux dire, mais si on trouve les solutions au niveau Europe et ailleurs, il faut de toute façon, ne serait-ce que pour un problème d'adéquation entre production et besoins alimentaires, une instance internationale qui, M. Dufumiel, oui c'est ça, Dufumiel l'a signalé un peu, c'est-à-dire il y a des accords internationaux, il y a des enjeux internationaux, il y a des profits capitalistes, il faut le dire, qui viennent aussi saper toute cette politique d'alimentation que des gens comme Christian Lambert ou tous à la table essayent de mettre en place. Donc voilà, il y a un enjeu quand même à ce niveau-là. Merci. Je vais laisser Olivier... alors, je vois qu'il y a une autre question. Je vais prendre la deuxième question et Olivier va répondre ensuite. Je vous écoute. Attendez, on va... Comme ceci ? Oui, très bien. Formidable. Excusez-moi, j'avais une question. Est-ce que vous condamnez les OGM, enfin, une alimentation génétiquement modifiée dans un sens sain, je veux dire, et respectueux ? Bon, alors, je ne sais pas qui va répondre à cette question, mais c'est noté. Alors, Olivier, est-ce que tu veux commencer par répondre à monsieur ? D'abord, merci beaucoup pour votre question. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de réaliser que l'accord sur l'agriculture de 1995, qui fait partie des accords de l'OMC, ne répond pas, au fond, à l'objectif de la sécurité alimentaire mondiale et doit être profondément révisé. J'avais eu à l'époque, avec Pascal Lamy, qui était le directeur général de l'OMC, des débats qui étaient assez vifs dans les années 2010-2012, et je crois très honnêtement qu'aujourd'hui, c'est une bataille qu'il a perdue. L'OMC elle-même reconnaît la nécessité de prendre en compte la caractéristique des produits agricoles et de l'alimentation qui ne sont pas une marchandise comme les autres. Et je voudrais mettre en avant 3 raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas et pourquoi le Conseil de la sécurité alimentaire mondiale, qui est peut-être l'embryon de ce Conseil de sécurité alimentaire que vous appelez de vos voeux, devrait jouer un rôle plus actif dans la gouvernance mondiale. Un, c'est que dans le système actuel, les producteurs et productrices du monde entier sont mis en concurrence en dépit des conditions très différentes dans lesquelles ils travaillent. Et cela oblige les producteurs et productrices de toutes les régions à l'hyperspécialisation, aux économies d'échelle. Il faut grandir ou bien disparaître. Il faut être compétitif par rapport non seulement à son voisin immédiat, mais par rapport à un agriculteur, une agricultrice à l'autre bout du monde qui travaille avec des moyens infiniment incomparables, des subventions, l'accès à des machines, etc. Donc je crois que ça expose à la fois nos agricultures chez nous à une concurrence déloyale de pays qui sont moins regardants, comme le Brésil, sur les pesticides par exemple, et aussi ça expose les agriculteurs et agricultrices des pays en développement à une concurrence à laquelle ils ne peuvent pas faire face à l'agriculture industrielle que nous avons développée chez nous. Premier problème. Deuxième problème, c'est que du point de vue agronomique, l'agriculture d'exportation est une agriculture qui veut produire des grands volumes selon les attentes des marchés mondiaux, des grands acheteurs, des traders de matières premières agricoles. Et c'est une logique économique qui prévaut sur la logique écologique
de choix de culture, de méthodes culturales, comme des cultures associées, des rotations de culture, etc., qui sont bien meilleures pour la santé du sol. Et donc, cette prédominance d'une logique économique de compétitivité et de productivité accrue dans un contexte de concurrence mondialisée est un véritable problème et est un obstacle pour le changement de paradigme dans la production agricole. Et puis, troisième difficulté, on s'en rend compte de plus en plus, c'est que dans un système mondial où les produits agricoles sont une marchandise comme les autres, en réalité, l'on va produire de plus en plus, non pas en fonction des besoins des communautés, mais en fonction de ce que le marché international appelle comme production. Et donc on va passer du soja au maïs en fonction de l'évolution des cours de ces matières premières, etc. On va cultiver du tabac ou du café ou du cacao parce que les marchés internationaux le demandent, et on ne va pas produire le sorgho, le mil, la patate douce qui servent à nourrir les populations locales, et on ne va pas produire ce qui, au fond, permettrait de nourrir les communautés locales. Et cette situation est une situation où les consommateurs des pays riches qui ont un pouvoir d'achat supérieur décident, au fond, de l'utilisation qu'on va faire des ressources, et ce ne sont pas les communautés locales, avec un pouvoir d'achat infiniment plus faible, qui vont pouvoir faire contrepoids à cette espèce de mise aux enchères des ressources naturelles pour satisfaire les marchés mondiaux. Et donc il y a un véritable problème, un véritable mismatch, si vous voulez, une incohérence entre le paradigme du commerce international d'une part et les exigences d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle d'autre part. Merci beaucoup, Olivier. On va... Alors... Il nous reste moins d'une minute. Néanmoins, il y a quelqu'un qui demande la parole depuis tout à l'heure. Je vais lui donner très très court et après on va conclure. Et je vais répondre à votre question sur les OGM. Oui. Ma question concerne la relation des Français avec le monde agricole. Oui. Et celle que je voudrais poser, c'est est-ce que la ruée qu'on observe vers les grandes surfaces et le délaissement des petites structures, excepté le contexte d'inflation, ne serait pas lié à une déconnexion de certains Français avec le monde agricole et le quotidien d'un agriculteur? Ben oui, mais c'est plus qu'une question, je pense que c'est même un commentaire tout à fait juste et intéressant. Je vais demander à ce que peut-être deux d'entre vous répondiez à la question des OGM, mais vraiment très très court, parce que là il faut qu'on peut-être voilà deux ou trois phrases chacun, mais pas plus, parce qu'il faut que je ferme la session. Ouais, les organismes génétiquement modifiés ont été très mal engagés parce que les entreprises qui les ont promus, je cherche la personne, elle est là-bas, les entreprises qui les ont promus ont plus mis en avant des intérêts économiques que l'approche complexe qu'évoque M. De Schutter, qui évoque à la fois les intérêts économiques, environnementaux et autres. Il y avait des modifications génétiques à intérêt environnemental mais sans intérêt économique et vice-versa. Et il y a eu un grand amalgame qui a confusé le débat. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de restrictions en Europe et de réglementations en Europe. Je pense que sur la question des OGM en Europe, le débat il est complexe et pour moi bien difficile à remonter. Par contre, on parle aujourd'hui, et parce que la science a évolué depuis 20 ans, ça c'était l'approche il y a 20 ans, de New Breeding Technology, c'est-à-dire les ciseaux génétiques qui permettent d'intervenir sur une même plante. Et il ne me laisse pas le temps de l'expliquer, donc je ne peux pas tout vous dire, mais qui permettent justement d'intervenir sur une même plante en coupant les gènes d'intérêt et en enlevant les gènes sans intérêt. On n'est plus dans le mélange entre plantes ou entre espèces qui était ce qui posait le plus de problèmes. Mais ça mériterait une conférence entière. Absolument, sur les nouveaux OGM, effectivement, que vous venez d'évoquer. Ce sera le débat de la prochaine rencontre. Je laisse le mot de la fin à Perrine, peut-être, sur les toutes dernières questions qui viennent d'être posées. Sur les OGM, on connaît depuis des siècles l'adaptabilité des végétaux. Si on a petit à petit créé des catalogues sur lesquels nous, producteurs, on devait absolument se fournir et supprimer des variétés ancestrales, on s'étonne aujourd'hui qu'il faille aller chercher en laboratoire des OGM pour remplacer ce qu'on a supprimé dans la nature. Donc ça, c'était juste la parenthèse. Pour rebondir sur ce que vous disiez, oui, il y a un vrai gap, un fossé qui s'est creusé entre la société civile et le monde agricole. On le voit au quotidien et c'est bien regrettable. C'est ce qui mène à l'agribashing, même si tous les mots en CID, comme le dit bien Marc, sont répréhensibles. Mais on a aujourd'hui
une incompréhension majeure entre la société et, encore une fois, les gens qui la nourrissent. Et clairement, faire en sorte que ces gens se rencontrent, faire en sorte par différentes initiatives, elles peuvent être nombreuses, elles peuvent être le fait que les entreprises, là où sont les gens de la société civile, où ils vivent, où ils travaillent, où ils gagnent leur argent, ben pourquoi est-ce que les entreprises ne se rapprocheraient pas des fermes? Moi, je voudrais lancer un réseau qui s'appelle Adopte ta ferme, que chaque entreprise se jumelle en quelque sorte avec une ferme pour mettre ces personnes en lien, pour mettre la société civile en lien avec la réalité de ce que c'est de produire la nourriture. Toutes les personnes qui voient un jour un agriculteur qui produit de la nourriture ne pourront plus jamais jeter quoi que ce soit. Merci à tous.